Bonjour, c'est déjà notre deuxième rendez-vous, une émission dédiée aux avocats qui font bouger les lignes. Aujourd'hui, avec Audrey Chemouly, ça sera la rencontre avec une avocate au service des avocats, parce qu'elle a décidé que les avocats, c'était des entrepreneurs comme leurs propres clients. A tout de suite. Je suis heureuse de recevoir Audrey Chemouly pour ce deuxième parcours d'avocat. Audrey Chemouly, c'est une jeune avocate, elle a prêté serment en 2010 et sa particularité, c'est de s'intéresser à la profession d'avocat. Elle s'est investie dans les institutions, elle a même présidé la commission structure professionnelle des avocats du Conseil national des barreaux. Elle a une activité dédiée avec la contribution à l'élaboration de guides pour la profession. Elle met en lumière avec un podcast des avocats créatifs, innovants. Toute son activité est au service des avocats, tout simplement parce que, nous dit-elle, les avocats sont des entrepreneurs comme leurs clients. Audrey Chemouly, je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui. Alors, je vous observe depuis quelques années maintenant et je dis de vous que vous avancez en klaxonnant. Alors, en klaxonnant gentiment, mais quand même en klaxonnant. Je trouve que vous avez un parcours inspirant. Et j'aimerais que vous nous disiez tout d'abord, qu'est-ce qui vous a donné envie d'être avocate? Je suis une fille d'avocate. Et j'ai toujours voulu ne pas être avocate. La vie a fait qu'en droit, je me suis épanouie, que ça a été la première fois de ma vie que j'avais des très bonnes notes et que j'ai intégré la profession parce que l'école a fait que j'ai intégré la profession. Et à partir de là, on se sent comme porté par un certain nombre de choses. De la même façon, je ne peux pas vous dire que j'ai toujours voulu faire le métier que je fais aujourd'hui, parce qu'en fait, j'ai fait plein d'autres métiers. Donc, j'ai commencé en restructuring M&A. Il s'est trouvé que c'était pendant la crise de 2008, donc en fait, personne ne m'a embauchée, bien sûr. Donc, en fait, je suis passée par les procédures collectives, qui embauchaient beaucoup plus à l'époque. Ensuite, j'ai rejoint un cabinet de droit des affaires de contentieux, un peu généraliste. Et après, j'ai eu une très belle opportunité qui était d'être associée dans un groupe. Alors, je dis très belle opportunité puisque ça a été l'association d'experts comptables et d'avocats au sein d'un très gros groupe. Et là, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris comment gérer un cabinet, je ne savais pas. J'ai appris comment gérer un cabinet quand on a des associés experts comptables, ce qui est très différent d'être tout seul aux manettes. J'ai appris comment on grossissait de façon très importante, j'ai appris la politique, j'ai appris un certain nombre de choses. Et ça m'a donné envie d'être au service de la profession différemment. Mais le choix des matières, ce n'est pas très fréquent d'opter, par exemple, pour les procédures collectives, pour des matières, le restructuring. Ouais. Quel est l'élément déclencheur qui vous oriente dans ces directions avant d'arriver à l'interprofessionnalité? J'avais envie de quelque chose de gros. J'avais envie de grosses affaires, j'avais envie de grosses opérations, j'avais envie... En fait, notre profession, elle est très diverse. Et il y en a pour toutes les sensibilités. Et c'est pas parce que vous avez pas en vous l'appel du pénal ou l'appel du restructuring ou l'appel du M&A que vous ne pouvez pas en fait toucher à tout. Moi, j'ai essayé un certain nombre de choses. J'entendais votre invité la dernière fois qui parlait de l'école de la défense pénale. Une des premières choses que j'ai faites quand j'ai prêté serment, c'est que j'ai fait l'école de la défense pénale et donc j'ai fait les comparutions immédiates, j'ai fait des correctionnels, j'ai été en prison pour voir si moi ça me plaisait. Ça n'a pas été pour moi, mais ça m'a appris l'humilité. Et puis ça m'a beaucoup décomplexé pour les plaidoiries, puisque une fois que vous avez plaidé 6 fois dans la même journée, à des heures pas possibles, devant des juges qui ne sont pas nécessairement là pour vous écouter, bah finalement au commerce, vous avez un peu plus d'aplomb, c'est beaucoup plus facile.
Ensuite, ça a été des opportunités qui m'ont été données. D'accord. Donc, assez rapidement, vous trouvez votre voie dans les spécialités qui vous plaisent, dans lesquelles vous prospérez. Et puis, parallèlement, vous vous investissez. Donc moi, je vous ai connu surtout au Conseil national des barreaux. Qu'est-ce qui conduit une jeune avocate à s'investir dans les institutions? Vous savez que je milite beaucoup pour ça. Intéressez-vous aux institutions, intéressez-vous à la profession. Ne soyez pas passif, mais un acteur, et vous l'êtes. Expliquez-moi le chemin qui vous conduit dans cette voie. Alors moi, le chemin qui me conduit, c'est une grande tristesse à un moment donné dans ma vie et le besoin de se donner un nouveau challenge. Et ensuite, ça a été des femmes qui m'ont tendu la main. Et donc à ce moment-là, Delphine Galland, qui est avocate à Marseille et présidente du syndicat duquel je fais partie, qui est l'avocat conseil d'entreprise, ACE, m'a tendu la main et m'a dit « Tu devrais t'investir, tu vas voir, le Conseil national des barreaux, c'est pour toi ». Et ensuite, ça a été une autre femme, vous. Au moment où vous avez pris la présidence, il y avait 3 femmes avec vous, bâtonnier de Paris et Hélène Fontaine, qui était la conférence des bâtonniers. Et ça, j'ai trouvé que c'était exceptionnel. Et j'ai réalisé que ça servait à rien d'être tout seul à klaxonner, qu'en fait, l'objectif de notre profession, c'était pas de changer 1, 2, 3 personnes et de rester dans l'univers, le microcosme qui te convient et dans lequel tu es à l'aise parce qu'en fait tout le monde pense pareil que toi. C'était d'emmener tout le monde. Parce qu'en fait la profession c'est ça, c'est-à-dire que tu emmènes tout le monde. Et moi, ça a changé profondément ce que j'étais. Et c'est pour ça qu'à la suite de ce mandat-là, j'ai monté un cabinet dont la mission est d'accompagner les professions libérales, au milieu desquelles il y a les avocats, il y en a plein d'autres, mais ça a été ça. Alors, avant d'arriver à l'interprofessionnalité, qui est un sujet à part entière, vous êtes très présente sur les réseaux sociaux, vous êtes très active, vous avez ce fameux podcast que vous faites qui met en lumière d'autres avocats. Est-ce que vous pouvez expliquer votre démarche qui est atypique et en tous les cas très rare dans la profession? Je pense que c'est essentiel dans notre profession aujourd'hui de se rendre compte que nous sommes des entrepreneurs et que nos cabinets sont des entreprises comme les autres. Et partant de ça, on a une formation technique solide, ou en tous les cas c'est ce qu'on nous demande d'avoir et on peut l'espérer. Après, il y a un certain nombre d'autres compétences qu'on ne nous apprend pas de façon native, ou en tous les cas que nous, enfin moi à mon époque, donc il y a 11 ans, on ne nous apprenait pas du tout. Alors aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On est dans une enceinte qui le prouve, puisque à l'EFB, il y a un énorme programme entrepreneurial qui est hyper ambitieux, mais il est récent en fait. Mais globalement, cette fibre entrepreneuriale, c'est quelque chose d'essentiel et pour autant qu'on est obligé d'apprendre sur le tard. Et ma conviction profonde, c'est que les avocats doivent avoir cette fibre entrepreneuriale pour asseoir leur position dominante sur un certain nombre de marchés. Ce que vous dites, c'est que l'avocat a intérêt à fonctionner comme un entrepreneur, à réfléchir comme un entrepreneur, et que l'un des éléments de concurrence, même l'un des moteurs de la concurrence aujourd'hui entre deux cabinets peut être la capacité à innover, à faire les bons choix de structure et qu'à ce niveau-là, les avocats ont besoin d'être conseillés comme n'importe quel client entrepreneur. C'est ça? Oui, c'est exactement ça. En fait, les avocats, au même titre que les autres professions libérales, ont la compétence technique, la compétence digitale qui doit être poussée et la compétence entrepreneuriale. Et le truc qui est difficile, c'est que c'est déjà tellement compliqué d'emmagasiner la connaissance qu'on est censé avoir pour délivrer un service qui est bon à ses clients, qu'un certain nombre d'autres compétences ont été mises de côté. Mais en fait, aujourd'hui,
Ce qu'on va vous demander, c'est d'être performant et de faire une expérience client. C'est-à-dire que si je vais dans un cabinet A plutôt que d'aller dans un cabinet B, j'ai une expérience client qui est différente. Donc ça, c'est du point de vue du client. Et ensuite, l'expérience des collaborateurs qui sont chez vous, parce que plus vous montrez que vous avez une mission affirmée, plus vous montrez que vous avez une démarche conquérante, plus vous allez attirer chez vous des talents. Et ensuite, c'est pas nécessairement vis-à-vis de vos clients que vous avez tous les jours, mais vis-à-vis de l'extérieur, un cabinet d'avocats qui s'inscrit dans son monde, qui s'inscrit dans une démarche RSE, qui s'inscrit dans... En fait, il y a 1000 choses aujourd'hui qu'un cabinet d'avocats peut faire pour dire qu'il est inscrit dans la cité, qu'il n'est pas simplement au palais, et ce qui est très bien, mais qu'il est inscrit dans les fibres de la société. Et vous pouvez me donner un exemple, par exemple, d'un dossier qui vous a particulièrement marqué au service d'un cabinet d'avocats? Aujourd'hui, on fait des coachings ciblés, c'est-à-dire une partie de notre clientèle, c'est des gens qui ont des idées. Des avocats? Ouais, des avocats qui ont des idées, qui ont des compétences, qui ont des collaborateurs. Il y a une âme parce que la personne est sympa, parce que ça se passe bien et que voilà, et puis ça fait un joli chiffre d'affaires, mais la personne sait qu'il manque quelque chose. Et donc là, on a passé 3 séances, et en 3 séances, en déroulant simplement le business model de cette personne-là, en déroulant simplement la mission qu'elle s'était donnée, parce que vous ne pouvez pas dire aujourd'hui, par exemple, je vais prendre pour moi, vous ne pouvez pas dire aujourd'hui, je suis un avocat en droit des affaires qui fait de la TPE-PME. En fait, tout le monde fait ça. Puis à Paris, tout le monde fait ça. Donc la question, c'est de savoir qu'est-ce que vous avez de différent des autres. Et ce qui est passionnant dans ce que je fais, c'est que vous allez dérouler la pelote de laine de la substantifique moelle du cabinet pour arriver à la mission du cabinet. Et en fait, quand vous l'avez écrite après avec votre client, donc moi c'est les avocats mes clients, mais une fois que je l'ai écrite, ils se disent bah oui, bien sûr, et c'est ça qui est formidable. D'accord, donc avocate d'avocat, Ouais. Est-ce que en tant qu'avocate vous avez vécu une expérience pénible? Non, je dirais pas ça. Je dirais que les barrières que j'ai eues, les barrières que j'ai eues, je me les suis mises toute seule, comme une grande, et donc quand il a fallu les enlever, je les ai enlevées toute seule comme des grandes. Et en tant qu'avocate, tout simplement, est-ce qu'il y a une expérience de dossier, tout simplement, qui vous a marqué? Les expériences que moi j'ai vécues de très fortes, c'est des accompagnements dans des très gros dossiers au moment où ça se termine et où vous avez cette ambivalence où en fait, donc, quand vous faites du M&A, vous allez accompagner la société jusqu'à ce que, par exemple, elle se vende. C'est des grosses opérations. La société, vous avez accompagné votre client, vous êtes comme ça pendant un temps, et c'est dans la stringue. Enfin, moi, en tous les cas, c'est ce que j'aime. Donc, vous êtes dans la stringue pendant 6-10 mois, puis après, ça se termine. Donc, le fameux closing arrive. Vous signez, et en fait, ça sort de vous, ça part de vos mains, et c'est à d'autres que revient la joie, l'expérience d'aller plus loin dans cet accompagnement de société que vous avez accompagné simplement pour la vente. Et c'est vrai que je pense que cette compétence à M&A, j'ai pu la mettre au service de nos confrères parce qu'en fait, la technicité du droit des professions libérales est de plus en plus forte. Donc ça m'a permis d'aller plus loin dans mes dossiers. Mais en même temps, je regrettais un peu ces dossiers qui s'en allaient et je ne voyais plus les gens. Et mon nouveau cabinet me permet de suivre les avocats, ou en tous les cas, on va dire mes clients, de façon beaucoup plus longue et sur la longueur, et d'accompagner le projet entrepreneurial. C'est ça qui me manquait. Et donc c'est pour ça que ça rentre dans le droit fil de ce que je voulais faire. Vous pouvez nous dire un mot de l'intérêt de l'interprofessionnalité? On a eu la chance d'être dans un très gros groupe d'expertise comptable qui était très dynamique, et ça apprend à vitesse grand V plein de mécanismes qu'on ne connaît pas, la politique, comment s'adresser aux gens, comment on gère 4000 personnes. Tout ça, nous, on ne le sait pas en fait.
non seulement c'est des compétences qu'on n'a pas, puis en plus c'est des référentiels qu'on n'a pas. Il n'y a pas de cabinet d'avocats en France qui fait... Enfin, je veux dire, si on prend l'effectif mondial, peut-être, mais en France, non. Et donc, ça nous a ouvert les yeux sur un certain nombre de choses et ça nous a fait acquérir des compétences de dingue. Donc, comme toujours, aller chercher, exactement. Comparer exactement. Et confronter voilà. Les différentes formes d'exercice. Si vous aviez un conseil à donner aux élèves avocats, à cette future génération, vous diriez quoi par rapport à votre expérience personnelle? Il faut s'investir dans les syndicats parce qu'en fait, c'est impossible de vivre son exercice seul. C'est trop dur. En plus, après, c'est très inintéressant. Donc, c'est de réfléchir en tant qu'entrepreneur, c'est-à-dire que vous allez, a priori, peut-être pas rester collaborateur toute votre vie. Donc, en fait, l'idée, c'est le next step. Qu'est-ce qu'on fait après? Avec qui je m'associe? Et en réalité, si vous n'êtes pas entouré au début, c'est hyper difficile après d'aller chercher. Ça n'existe pas, les petites annonces à chercheassocié.com. Vous voyez, donc en fait, vos associés, c'est ceux qui auront grandi avec vous. Et donc, s'investir dans la profession, s'entourer de gens et saisir les opportunités. C'est fou le nombre de personnalités et de parcours qu'il y a dans cette profession. Donc ça, c'est magique. C'est magique, c'est magique. Exactement. Alors, nous n'en avons pas fini puisque nous avons également la question d'un élève avocat que je vais inviter à nous rejoindre. Bien, nous accueillons Alban Benasser qui a un Master 1 de droit des affaires, un Master 2 juriste en droit des affaires. Tout à fait. Et qui s'intéresse évidemment à ces disciplines, au droit des affaires de manière générale. Il a une particularité, il est membre élu du comité régional Île-de-France de boxe anglaise. Je trouve ça tout moi. Formidable. Et il s'intéresse au droit sportif. C'est vous dire que c'est vous. C'est moi encore. Il y a une convergence parfaite entre ses intérêts et le droit. Donc, Alban a une question pour vous. Bonjour Alban. Bonjour Audrey. J'ai une question pour vous que je voudrais resituer avant de vous la poser. Vous vous souvenez en 2014 de la préparation de la loi J21 ? Et à l'époque, c'était Christiane Taubira qui était garde des Sceaux, qui avait publié une tribune, c'était dans le journal Le Monde, et le titre de la tribune, c'était « Le droit n'est pas une marchandise soumise au marché ». Et puis ensuite, on a commencé à parler d'ubérisation, de concurrence ou à peu près en même temps, de démarchage, de commercialité. Et donc ma question, c'est le droit est-il un marché? Et si oui, l'avocat est-il un commerçant? Alors, je comprends la recontextualisation, mais je ne suis pas complètement persuadée que c'était exactement ce que Christiane Taubira voulait dire. Mais dans l'absolu... Mais la citation est exacte. Dans l'absolu, la citation est exacte. Dans l'absolu... Est-ce que le droit est un marché? Disons que si on veut répondre de façon apolitique, il se trouve qu'il y a des acteurs qui considèrent qu'il faut investir sur ce marché, des acteurs économiques qu'on a appelés les legal tech, les startups du droit, ce que vous voulez. Donc on peut considérer qu'à partir du moment où vous commencez à faire des levées de 20 millions d'euros, c'est qu'il y a un marché. Donc je vous dirais de façon apolitique que oui, je pense que le droit est un marché. Et pensez-vous que l'avocat est un commerçant? Est un commerçant sur ce marché. J'ai essayé de l'esquiver, vous avez vu. Eh oui, j'ai bien vu. Je ne pense pas que l'avocat soit un commerçant, parce que je pense qu'on a un certain nombre de nos règles qui, de fait, déontologiquement, nous empêchent d'être un commerçant. S'il fallait absolument y ressembler, on ne pourrait pas de toute façon, et c'est heureux. Néanmoins, il y a un certain nombre de règles de la vie des affaires qu'il me semble que les avocats doivent intégrer, et notamment des compétences de gestion qui me paraissent indispensables aujourd'hui, des compétences digitales qui me paraissent essentielles aujourd'hui, et des compétences de mise en forme de votre, et là je vais utiliser le terme, produit. Là je vais utiliser le terme, j'ai osé. Ce que je veux dire, c'est que nous vendons quelque chose à un moment donné, et ce quelque chose, c'est notre savoir.
Et là où il me semble qu'il y a eu une rupture entre l'avocat et ses clients, c'est que le sachant n'a pas su transmettre de façon suffisamment claire son savoir à un moment donné. Ce qui ressort beaucoup dans les enquêtes, c'est pas la compétence. La compétence, tout le monde est ravi. Ce qui ressort souvent, c'est l'absence de transparence sur les honoraires et la compréhension de ce qu'on vous dit, le langage qu'on parle. Et c'est pour ça que certaines disciplines sont en train d'émerger, et c'est formidable, comme le legal design, qui permettent d'expliquer ce que nous, on sait, de le transmettre à votre client. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, ou en tous les cas en l'esquivant, ce qui était une belle pirouette. Non, c'était une belle réponse. Merci. Et je crois que vous aviez une deuxième question. J'ai une deuxième question. Attention, Alban. Je vais être très prudent, on va rester technique. En fait, au-delà de la compétence académique qu'on peut dispenser aux élèves avocats au cours de la formation universitaire, puis ensuite à l'école, quelles seraient selon vous les qualités, les compétences incontournables qu'un jeune avocat devrait acquérir quand il intègre la profession? Les tripes. La curiosité. La curiosité. L'envie. Ouais, voilà, l'envie. La passion. La passion, ouais. Si on peut dire ça comme ça. Je pense que si vous n'avez pas ce moteur-là, c'est très difficile. C'est compliqué. Mais pour rebondir sur votre première question, c'est vrai que toutes les valeurs déontologiques font la différence aujourd'hui entre notre exercice professionnel, et ce sont les garanties que nous sommes à même de donner aux justiciables, aux citoyens. Et on retrouve le droit comme structurant, ciment de la société. Exactement. Voilà qui clôture ce deuxième parcours. Ouais. Donc merci Audrey Chemouli. On vous laisse continuer à klaxonner. Oui, très bien. Merci de m'avoir invité. Merci Alban d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci beaucoup. C'était la deuxième édition. Merci pour votre fidélité. À bientôt pour le prochain parcours d'avocat.